Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast AWS en français. Aujourd'hui, un podcast un peu différent des autres puisqu'on va pas parler technologie cloud comme on le fait d'habitude, mais j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Marc-Antoine Ledieu qui est avocat chez Constellation Avocats. Marc-Antoine, merci d'être là. On va parler aujourd'hui du RGPD en français, GDPR en anglais. Mais avant de rentrer dans la technique de ce que c'est, à quoi ça sert et comment vous devez les utiliser, et ce que ça veut dire pour vous qui nous écoutez, est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes ? Oui, bonjour Sébastien. Marc-Antoine Ledieu, je suis associé de mon cabinet d'avocats, Constellation Avocats. C'est extrêmement original. Je mettrai le lien évidemment. Pardon ? Je mettrai le lien évidemment dans les notes du podcast. Merci Sébastien. Donc on est un cabinet d'avocats full service pour les entreprises. Ça veut dire qu'on va faire le corporate, le droit des sociétés, le droit social. On a une petite spécificité, on fait du droit public. Et moi je m'occupe de la partie rédaction de contrats, beaucoup B2B, exclusivement dans le numérique. Et je suis très souvent pour les prestataires qui développent des logiciels ou qui fournissent des services web pour beaucoup. J'ai un peu de logiciels on-premises parce que ça se fait encore. Et je vais gérer les aspects technico-juridiques. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup d'avocats, moi je vais rentrer dans la partie technique pour être sûr de bien comprendre les concepts, en tout cas, et être capable d'écrire des choses sensées dans les contrats qui sont où tout le monde comprend bien son risque et qu'il n'y ait pas le métier juridique qui parle sa langue et le métier technique qui parle la sienne. J'essaie de faire matcher les deux et je fais du IaaS, je fais bien sûr tous les contrats pour les plateformes, je fais un peu de blockchain privé, enfin un peu beaucoup même en ce moment, et je vais traiter les problématiques de base de données, les problématiques de sécurité des systèmes d'information et des problématiques de RGPD parce que dans les bases de données, s'il y a des données personnelles, il faut aussi appliquer cette branche du droit. Et moi, je t'ai découvert dans un autre podcast qui s'appelle No Limit Sécu, un podcast francophone spécialisé sur la sécurité informatique. Ouais. Et il y a un peu plus d'1 an, c'était l'été 2019, il y avait un hors-série en plusieurs épisodes, un historique du droit numérique que tu es en train de rééditer en vidéo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Donc moi, je m'occupe maintenant beaucoup d'aspects sécurité au sens sécurité des systèmes d'information, les règles techniques applicables et obligatoires applicables à la sécurité des systèmes d'information. Et donc, on s'était rapproché de No Limit Sécu et j'ai fait une sorte d'histoire du numérique partant de Néandertal. J'étais cherché un peu loin quand même au départ. Donc, on a fait 10 épisodes où on partait de Néandertal et on s'arrêtait à la loi de programmation militaire 2018 sur les marqueurs techniques. C'est un truc un peu barbare quand même, faut comprendre comment ça marche. Et là, on me l'a demandé et je suis en train de basculer tout ça en vidéo, toujours avec des slides en BD, et je suis en incrustation parce que les communicants m'ont dit qu'il fallait qu'on me voie. Qu'on te voie. Et que je me réfugie pas derrière mon avatar, qui est mon petit avocat en BD que j'utilise beaucoup. Et donc je suis parti sur une réflexion sur les notions d'information, message, le support du message, la dématérialisation du message, c'est le signal, parce que tout ça a des implications juridiques claires. Et ensuite j'ai terminé par la notion de secret, les protections des secrets, secret des correspondances, secret d'affaires, secret professionnel, secret de la défense nationale, et parce que tout ça, il y a des mots techniques qui sont utilisés dans ces différentes lois européennes ou françaises, et il faut essayer de les faire matcher. Et parfois l'Union européenne, par exemple, il y a un site web, ils savent pas, ils s'en sont encore au site internet, donc ils sont restés à il y a 20-25 ans, et comprendre comment ça marche. J'ai essayé d'expliquer tout ça en vidéo et ça va être diffusé le premier épisode est sorti début novembre et ça ira jusqu'en probablement janvier, février, le temps que je diffuse tous les épisodes. Et il y a tout un blog en bande dessinée également qui permet à des non-juristes de comprendre ces concepts qui sont parfois un peu denses pour des gens qui sont pas dans le métier, mais je crois aussi à l'inverse, permettre à des juristes de comprendre un peu la technologie, c'est ce que tu essayes de faire sur le blog. Oui, c'est ça. Comme j'enseigne depuis pas mal d'années le droit des contrats numériques, moi comme j'ai upgradé, prendre un terme que je pense qu'il faut comprendre, mes connaissances techniques, et j'essaie d'expliquer ça à mes étudiants. Et en fait, je suis parti de là, je me suis dit, si je veux leur faire comprendre les slides avec que des mots partout, c'est vraiment les slides de juristes dont personne ne veut.
Et comme je suis passionné de BD depuis assez longtemps, j'ai réussi à trouver un moyen de matcher les deux. Et donc, toutes mes présentations, même en vidéo, c'est toujours des personnages de BD qui parlent des sujets que je traite. C'est exclusivement le droit des contrats appliqué aux nouvelles technologies et parfois, là, aujourd'hui, des explications de technique. Là, je viens de finir une petite présentation sur le serverless, parce que je voulais finir par comprendre. Et donc, j'ai utilisé un univers de BD autour d'Excalibur et des chroniques d'Excalibur. C'est assez marrant. Voilà. Tu es le premier avocat dont je comprends. Moi, je suis quelqu'un plutôt technique à l'inverse, et donc j'arrive à effectivement comprendre ces billets de blog. Je vous invite à les regarder également. Je mettrai les liens dans les notes du podcast. En parlant avec nos clients, justement, et les gens qui écoutent ce podcast, souvent ce sont vous qui nous écoutez, vous êtes des développeurs d'applications pour des grosses boîtes ou des petites boîtes. Alors aujourd'hui, si vous êtes dans une grosse boîte, peut-être ce sujet est un tout petit peu moins pertinent pour vous, mais si vous êtes dans une petite boîte, vous avez souvent cette question qui revient, qui est qu'est-ce que je dois faire pour être conforme à RGPD? J'ai des données personnelles de mes clients, AWS est conforme à RGPD, est-ce que ça veut dire que je dois faire quelque chose? Et c'est de ces sujets-là dont je voulais parler, essayer d'apporter une réponse à ces questions fréquentes que j'ai de la part des clients sur les réseaux sociaux ou à l'époque où on pouvait voyager dans des conférences où on pouvait rencontrer, parler avec nos clients. RGPD, pour commencer par le commencement, ça vient d'où? C'est l'acronyme de quoi? Et c'est quoi l'esprit du RGPD? Alors, le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données à caractère personnel, ce qui est déjà totalement imprononçable. Donc, on utilise quand même l'acronyme francophone RGPD. Sinon, c'est GDPR, General Data Protection Regulation. Ok, c'est la réglementation qui suit une précédente directive européenne de 95. Bref, c'est ce qui s'applique aujourd'hui de manière obligatoire pour des entreprises qui soit traitent des données à caractère personnel sur le territoire de l'Union européenne, soit vont traiter des données de gens qui sont pas dans l'Union européenne, mais parce qu'ils sont installés, les traitements ont lieu sur le territoire de l'Union européenne. Voilà. Et donc, il faut appliquer cette réglementation qui est pas si évidente que ça à lire et qui est extrêmement dense parce qu'après des années de combat entre pays et d'applications hiératiques, n'ayons pas peur des mots de cette précédente législation. Là, on est rentré dans une série de détails, c'est l'enfer à lire, mais voilà, je traite des données à caractère personnel dont je sais que ça coïncide avec des vraies personnes. Hein, c'est des personnes physiques. Ouais. J'ai des données de mes clients, de mes prospects, de mes salariés, des gens qui naviguent sur mon site web. Je sais qui c'est, quoi. Enfin, je sais qui est le terminal. Mais derrière le terminal, très souvent, hein, quand on dit terminal, c'est un ordinateur, un téléphone portable, une tablette, une montre connectée. Hein. Derrière le terminal, il y a souvent un humain. Bah, s'il y a un humain et que je sais qui c'est à 99,99% des chances, je suis capable de l'identifier de manière indirecte. La personne est identifiable au sens de la loi. Bah donc, je traite des données à caractère personnel. Ça m'appelle une question. C'est quoi une donnée à caractère personnel? À partir de quel moment ça devient personnel? Ça devient personnel. Alors en fait, il y a les données personnelles directes. C'est monsieur truc, madame machin, telle adresse, telle IP, telle adresse MAC, n'importe quel identifiant qui est soit un identifiant matériel, soit un identifiant de session. Ok, donc là, on va être dans tout ce qui est TCP/IP. Les 4V6, très bien, c'est pareil. Pour nous juristes, c'est absolument pareil. Ça peut être un identifiant télécom. Ok, on va être sur une adresse IMEI, une adresse IMSI. Et puis ça peut être aussi quand on identifie un terminal via ce qu'on appelle maintenant un cookie traceur. Le terme général, c'est traceur, mais après, ça peut être des cookies, ou quand on fait du fingerprinting, on sait que derrière le téléphone portable X machin 22 identifié par tel cookie ou telle empreinte de fingerprinting qui match à 97% avec celle que j'ai déjà faite, eh ben, on sait qu'il y a quelqu'un derrière, c'est de la donnée personnelle. Toutes les métadonnées deviennent des données à caractère personnel parce qu'on les rattache à quelqu'un. Et donc, ils ne doivent pas nécessairement savoir que c'est moi, Sébastien, qui habite à tel endroit, etc. Le simple fait de pouvoir dire c'est telle personne et reconnaître que c'est telle personne parmi un ensemble de personnes, ça suffit pour qualifier de données personnelles. Ben, en fait, une adresse IP, par exemple. Oui, non, mais c'est tout à fait ça. Mais en fait, l'intérêt, ça se comprend bien quand on fait de la pub ciblée en ligne. Quand on traite les données de navigation d'un user, télécom, IP, tout ce qu'on veut, okay, on sait que le comportement du user va établir un pattern et on est capable de savoir que c'est bien Marc-Antoine Ledieu derrière son iPhone ou Sébastien derrière son
n'importe quel type de terminal, on sait que c'est bien une seule et même personne. Donc, c'est de la donnée à caractère personnel. On identifie le terminal, donc indirectement, la personne qui est derrière. Donc, c'est de la donnée à caractère personnel. Mais même si on ne connaît pas le nom ou l'adresse email de cette personne. En pub ciblée en ligne, ils n'ont pas besoin de me dire bonjour Marc-Antoine, est-ce que tu veux acheter une nouvelle perceuse? C'est marrant, je vais avoir de la pub autour des perceuses parce que je navigue, enfin pas moi en l'espèce, je suis pas bricoleur, mais si je navigue sur des sites de bricolage, au bout d'un moment j'aurai de la pub sur le bricolage. Ils savent pas comment je m'appelle. Ce qui compte, c'est que je clique sur la pub ou que je la vois. Ça compte. Là, c'est de la donnée à caractère personnel. Et ça, c'est super important parce que souvent, on a le concept, ah oui, mais c'est une donnée identifiable qui permet d'identifier la personne. Et là, tu dis non, c'est pas le cas. N'importe quelle donnée. Et la CNIL est très claire là-dessus. Toute la jurisprudence est constante. L'Union européenne est d'accord. Faut arrêter de se mettre la tête dans le sable. C'est ça, la réalité des données à caractère personnel. Je voulais revenir sur autre chose que tu as dit avant. Ça s'applique à qui? Parce que tu as dit quand il y a du processing en Europe. Mais si c'est une société européenne qui fait tout son processing aux États-Unis, est-ce que ça s'applique aussi? Donc, quel est le champ d'application? Alors là, c'est vraiment super compliqué. Le principe est que... Désolé. Non, allons-y. Les détails horribles. L'idée est la suivante. Si je suis américain, situé américain ou chinois ou russe, ça marche pour n'importe quel pays en dehors de l'Union. Mais voilà, moi je suis situé hors Union européenne. Je vais aller prendre des datas sur des gens qui sont situés sur le territoire de l'Union européenne. Eh bien, comme ces personnes sur le territoire de l'Union européenne ont des droits numériques, le consentement, pas le consentement, le retrait, l'effacement, tout ça, eh bien, même si moi, prestataire, je suis en dehors de l'Union européenne, je suis censé respecter le RGPD. D'accord. Et c'est opposable, ça? C'est opposable. Le problème, c'est que si... alors maintenant, ça se fait quand même moins. Quand on fait un service commercial, on peut prendre... on va prendre un opérateur américain, quel qu'il soit, depuis son territoire. S'il veut rendre un service commercial sur l'Europe, à un moment, il va falloir qu'il soit installé un peu sur le territoire de l'Union européenne. Et si on prend toutes les jurisprudences Google nous disent quoi? Là, ça fait la dernière condamnation qui a eu lieu par la CNIL en janvier 2019. C'est Google LLC, c'est-à-dire la SARL de Google aux US, qui a été condamnée parce qu'en fait, en collectant des datas via Google France, en fait, le service est opéré par Google LLC. Donc la SARL l'équivalent de la SARL aux États-Unis. Et ce sont eux qui ont été condamnés. Mais comme ils ont des filiales ici, à un moment, la CNIL a quand même les pouvoirs de dire si vous continuez, on va vous fermer votre filiale ici. Bien sûr, la CNIL ne va pas jusque-là, mais elle en aurait juridiquement le pouvoir. Donc ça s'applique à toute entité qui processe des données de clients, des données personnelles, au sens où tu l'as défini avant, de personnes en Europe, situées sur le territoire. De personnes situées sur le territoire de l'Union européenne, qu'elles soient européennes ou pas. Un Américain qui vit en Europe, il bénéficie du GDPR. Et peu importe où se fait le traitement, parce que ça peut être une entité américaine qui fait un traitement, au Brésil pour prendre des régions AWS, de données de clients européens. Donc la localisation du traitement ne rentre pas en compte. Et en fait, ça dépend, parce qu'il y a un deuxième critère. Alors c'est vraiment parce qu'on veut aller au fond des choses. Si moi, je suis situé sur le territoire de l'Union européenne, moi, prestataire européen, quelle que soit ma nationalité dans les 27 États membres, si je vais traiter des datas de Brésiliens, parce que j'ai un service que je fais au Brésil ou au Pérou ou en Asie, n'importe où, eh bien, parce que moi, je fais mon traitement sur le territoire de l'Union européenne, je suis tenu de respecter et d'offrir des droits GDPR pour des gens qui ne sont pas sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, ça donne les mêmes droits à tous les clients. Qu'ils soient européens ou qu'ils soient non-européens, c'est plutôt une bonne chose. Ça, c'est pas mal. C'est pour ça que quand on parle de l'hégémonie du droit US et de son extraterritorialité, l'Union européenne, par le GDPR, a voulu faire la même chose. Ouais, et donc, oui, impose des règles à des pays ou des sociétés non nécessairement européennes. Je boucle, tu vas me dire avec ma question, mais je reviens, est-ce que c'est opposable devant un tribunal? Est-ce qu'il y a déjà eu des cas que tu connais? C'est opposable devant un tribunal. Maintenant, comment est-ce que la CNIL, pour le rendre très concret, en France, peut aller faire condamner aux US une entreprise dont le siège social est aux US. Donc, on va faire un procès en France, on va faire valider le procès en France aux États-Unis, et on va envoyer en droit américain, en droit de Californie, si on parle de Google, et on va trouver un huissier qui a obtenu la traduction en droit de Californie d'un jugement rendu en France sur le fondement d'une délibération, d'une loi européenne. Ça va être compliqué quand même.
Donc techniquement, oui, c'est opposable. En pratique, c'est très difficile. C'est ça que je retiens. C'est difficile. Alors, et la manière dont on botte en touche, enfin, ou au contraire, dont les autorités de contrôle européennes reprennent le flambeau, c'est de dire, mais vous avez des filiales en Europe. Donc, si c'est pas sur vous, LLC, que je vais taper, eh ben, je mets dans la cause, c'est-à-dire dans le procès que je vais faire en Europe, je vais mettre la filiale française. Comme ça, j'ai plus qu'à taper sur un des deux. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je vais prendre l'exemple d'une petite start-up, enfin, une start-up, par définition, c'est petit au début, en tout cas, une start-up, qui collecte des données, deux types de données. Elle a les données de ses quelques clients, les premiers clients, avec des données assez détaillées, là, parce que ce sont des clients, donc il y a une relation commerciale établie. Et puis, il y a des données de tous ceux qui manifestent un intérêt. On a collecté des adresses email, des gens qui spontanément rendent leur adresse email sur leur site web, des prospects. Quelles sont les obligations que m'impose le RGPD dans ce cas-là? Ici, pour simplifier, on va dire société de droit européenne, client de droit européen. On va pas aller sur les aspects extraterritorialité. Non. Alors en fait, il y a deux choses. Je vais prendre un autre exemple super concret. Amazon. Si moi, français, je veux commander un livre, une BD papier sur ou numérique sur Amazon. Amazon va me dire, écoute, j'ai besoin de traiter tes données parce que je vais te facturer. Très bien. Et si tu veux que je te livre numérique ou papier, j'ai besoin d'un certain nombre de données personnelles te concernant. Par exemple, ton adresse électronique ou ton adresse physique. Et si tu veux pas me les donner, cher futur client, eh ben, je vais pas pouvoir exécuter le contrat. Donc là, on va faire le professionnel, le e-commerçant, la plateforme, appelez comme vous voulez. Il va dire, ben, si tu veux qu'on contracte ensemble, eh ben, on va faire un traitement de données sans consentement, mais nécessaire à l'exécution du contrat qu'on est en train de passer entre nous. Et je t'informe que je traite tes données, mais dans ce but-là. Voilà. Ça, c'est le premier truc qui est très simple. Et donc, ça veut dire quoi concrètement? Je dois écrire des terms and conditions, un contrat que les gens lisent et cliquent. En fait, il y a deux choses. Alors là, la CNIL nous dit, enfin le RGPD nous dit, il faut avoir des CGU, des General Terms and Conditions, conditions générales d'utilisation. Chez nous, CGU, c'est la classe comme acronyme. Et à côté de ça, il faut avoir une politique de confidentialité que moi j'appelle, quand je les rédige, j'appelle ça politique de protection des données, parce que c'est plus clair, je trouve. Et dedans, on dit quoi? Si tu veux contracter avec nous, voilà, on va te prendre tes données à caractère personnel pour t'identifier et te rendre le contrat. Tu auras peut-être également gardé tes données pour te faire un peu de marketing. Ah, mais là, tu as le droit spécial. Si tu veux, quand on va t'envoyer des emails marketing, tu auras le droit de t'y opposer. Par contre, tes données de facturation, je vais les garder jusqu'au jour où tu pourras plus me faire de procès, et moi non plus. Parce que si tu travailles dans 3 ans et que tu dis que le livre que je t'ai livré, en fait, je te l'ai jamais livré, tu me fais un procès, il faut bien qu'on ait les coordonnées l'un de l'autre et qu'on ait la trace des paiements, des commandes, des factures. Et ça, je vais les garder, c'est légitime. Voilà. Et nous, avocats, on écrit ça aussi vis-à-vis de nos clients. Cher client, je vais garder tes données tant que tu peux me faire un procès pendant que je fais le service, et puis jusqu'à ce que on se fasse plus de procès. Et là, je les efface. Prescription. Voilà. Et donc, à haut niveau, il y a trois éléments à avoir dans ce genre de contrat. C'est quelles sont les données que je vais garder, combien de temps je vais les garder et à quoi ça va servir. Exactement. Pourquoi je vais les utiliser. Voilà. C'est correct? Et c'est tout à fait ça. Et on appelle ça l'obligation d'information. Et si je suis une start-up, je dois faire appel à tes services ou à tes collègues, ou est-ce qu'il y a des termes standards? Parce que le RGPD s'applique à toutes les sociétés européennes, c'est la même pour tout le monde. Donc on pourrait imaginer, peut-être naïvement, que quelque part je peux télécharger 2 pages standards. Non, ça n'existe pas. Non, parce que quand quand l'Union européenne a fabriqué entre guillemets le RGPD, ils se sont dit on va donner du travail aux avocats pendant 217 ans. Donc ils ont pensé à nous, ils ont été très très sympas. Voilà. Donc bon courage avec les documents standards à 200 €. Ouais, bon courage. La recommandation, c'est d'aller voir un spécialiste. Donc ça, on parlait du premier cas, ce sont les données de mes clients avec lesquels j'ai une relation contractuelle. Quid de mes données des prospects, les cartes de visite que je collecte sur un salon? En fait, les prospects, ça marche presque de la même manière, hein, si ce n'est que, on fait pas de scrapping des bases de données, ça c'est très vilain quand même, ça, on n'a pas le droit de le faire, on va pas choper massivement sur LinkedIn 143 000 adresses pour s'en servir derrière. Normalement, il faut pas le faire. Donc, je laisserai tout le monde assumer, en tout cas pour ceux qui le font. Et quand on a ces données, qu'est-ce qu'impose le RGPD? Si on veut le voir de manière simple, c'est OK, tu as des données de prospects, tu veux faire du marketing. Eh bien, tu leur écris, email, machin. On te demande juste de mettre un petit footer en bas de tes messages marketing. Ce message vous intéresse pas, j'ai eu vos données parce que voilà, on va être discret, sûrement de manière légitime, bien sûr. Des fois qu'on sache pas trop. Par contre, tu as le droit de t'opposer.
à tout moment. Et si tu cliques sur je m'oppose ou unsubscribe, ok, moi j'anime mon blog sur WordPress, voilà, ou sur Mailchimp, on fait des envois, il y a un petit footer, il y a marqué unsubscribe. Et c'est quoi unsubscribe? Eh bien c'est le droit d'opposition et c'est le droit que je ne veux plus recevoir ta prospection commerciale. Tu effaces mon nom et toutes mes coordonnées de tes bases de données prospects. Merci, au revoir, le RGPD est respecté. Et donc c'est ça qu'on appelle le droit à l'effacement, c'est ça? Alors ça c'est le droit spécial d'opposition, mais la conséquence c'est un droit à l'effacement. Si je suis client, je vais reprendre l'exemple d'Amazon. Si je suis client d'Amazon, ou tiens, non, la grosse vanne qui a circulé sur les réseaux partout. Cher inspecteur des impôts, j'ai le droit à l'effacement. Merci de m'oublier, je ne te paierai plus jamais. On voit bien que le droit à l'effacement là, c'est du flan, c'est pas possible. Ok, ça marchera pas. Par contre, si le fisc m'envoie des sollicitations commerciales en me disant vous pourriez avoir un produit plus performant, là, si c'est de la prospection, il faut le footer avec je m'oppose et je m'oppose, ça veut dire tu effaces mon nom de tes bases de données. C'est ça la nuance entre les deux. J'ai cité le mot droit à l'effacement, mais il y a aussi droit à la consultation et la rectification. Ça vaut pour les prospects aussi. Moi, je peux dire quelles sont les données que vous avez sur moi et tiens, je voudrais changer ça. Oui. Alors ça c'est ce qu'on appelle le droit d'accès. Ça c'est le truc. Quelle que soit la raison pour laquelle on traite des datas, un professionnel qui chope des données de consommateurs, ses clients, ses salariés, ses prospects, tout le monde. Ok. Est-ce que tu t'adresses à moi? Est-ce que moi j'ai des données te concernant? Eh ben, si non, je te dis non. Et si oui, je suis obligé de te dire où je les ai, pourquoi, comment, et s'il y en a qui sont erronés, oui, effectivement, tu as le droit de rectification. Ça, c'est pour tout le monde, quelle que soit l'origine des datas. Et je me remets à la place de l'auto-entrepreneur, je sais pas, quelqu'un qui fait du coaching, par exemple, pour prendre un exemple de ma famille, qui a une page web, qui collecte des adresses email pour une newsletter, justement. Donc, ça veut dire qu'en plus de collecter les adresses email, il faut ces terms and conditions légales, il faut une interface web, ou en tout cas un mécanisme pour pouvoir demander rectification et accès aux données. Normalement, oui. Mais on voit bien que c'est le problème du RGPD, c'est que ça s'applique de la même manière pour une entreprise de 250 000 personnes ou pour un blogueur ou un auto-entrepreneur qui est chez lui tout seul. Ok. Effectivement, en théorie, le problème est absolument le même. Mais enfin, on voit bien que quelqu'un comme Google, pour prendre un exemple comme ça, qui va collecter de la donnée de navigation, n'a peut-être pas la même le même poids qu'un blogueur ou que moi, cabinet d'avocat, qui est ma petite mailing list et qui va mettre du contenu en ligne. Donc, il n'y a pas de limite entre les deux. Mais le problème, c'est qu'à partir de quand on va dire, toi, en fait, t'es exempté ou toi, t'es pas exempté. Donc, la loi nous dit aujourd'hui, enfin, le RGPD nous dit aujourd'hui, si tu as ton carnet d'adresses sur ton téléphone qui est strictement personnel, ce qui est le cas exclusivement pour des gamins de moins de 18 ans et des gens qui sont à la retraite. Ok. Eh bien, ceux-là, ils sont exemptés de RGPD. Ils ont des données à caractère personnel, mais c'est strictement personnel, privé. Ok, ça c'est sûr. Et dès qu'on va avoir un carnet d'adresses, une mailing list où il y aura un mix de pro et de perso, de clients et de prospects, là c'est RGPD à tous les étages pour tout le monde, sans nuance. Et c'est comme ça. C'est peut-être excessif, mais malheureusement aujourd'hui, c'était tellement n'importe quoi en s'en servir avant que là, en fait, c'est un mouvement de balancier. Avant, c'était objectivement porte-nawak et il y a eu des abus vraiment très regrettables. Et aujourd'hui, c'est le mouvement de balancier inverse. C'est excessif, mais c'est comme ça que c'est écrit. J'essaie de résumer tout ce qu'on a dit. Je dois avoir des terms and conditions. Donc, je mets à la place du développeur d'application, je dois avoir des terms and conditions qui expliquent quelles sont les données que je collecte, où est-ce qu'elles sont gardées, ce que j'en fais, pour combien de temps. Et je dois donner la possibilité à mes clients et prospects de demander quelles sont les données que j'ai sur eux et éventuellement de leur donner la possibilité d'effacer ou de modifier ces données. Qu'est-ce qu'on a oublié? Est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres obligations qui pèsent au-dessus de ma tête? Faut mettre un peu de sécurité, hein. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vraiment, c'est les aspects que j'aime bien parce qu'il faut rentrer un peu dans la partie technique, hein, technique numérique. Globalement, on est censé, quand on traite des données, quand on est responsable de traitement. Je veux dire, moi, entreprise, j'ai des salariés, je suis responsable du traitement de mes salariés. Je suis responsable du traitement de mes clients. Je suis responsable du traitement de mes prospects. Hein. C'est quand même pas la mer à boire à comprendre ça. Donc, on va pas faire un flanc. Voilà. Je suis censé les conserver avec un peu de sécurité.
Et c'est quoi aujourd'hui la sécurité appropriée quand on est une TPE, un entrepreneur? Meilleur exemple, c'est si j'ai un iPhone, quand je mets mon doigt dessus et que normalement il y a que moi qui peut déverrouiller mon téléphone, il y a que moi qui peut accéder aux données personnelles dans mon téléphone. Voilà, ça c'est une mesure de sécurité qui est raisonnable pour moi individuellement. Si je suis une entreprise de 250 000 personnes, je vais peut-être avoir un service informatique un peu plus boosté et je vais peut-être avoir un RSSI ou une équipe de RSSI qui vont aller vérifier que là, les données sont vraiment protégées. On va faire du chiffrement en stockage, on va faire du chiffrement en transport, on va peut-être faire même du end-to-end encryption, ça va être magnifique. Et voilà, c'est de réfléchir un peu à comment on sécurise. Si je suis une boulangerie et que je fais un mailing à mes clients, j'ai peut-être pas besoin de faire du chiffrement asymétrique avec double facteur d'authentification, pour le dire clairement. Okay. J'ai vu il y a quelques semaines que British Airways et Marriott avaient été condamnés à d'assez lourdes amendes parce qu'ils ont laissé passer dans la nature justement des fichiers clients, des données personnelles de leurs clients. Alors c'est pas du tout pour taper sur British Airways et Marriott, c'est juste que bon voilà, c'est arrivé chez eux, mais ça pourrait être n'importe qui d'autre. Et justement, ce qui leur était reproché, c'était pas nécessairement qu'il y ait eu l'attaque contre eux et que les hackers aient réussi à voler ces données, mais qu'ils n'aient pas mis en place des données adéquates pour protéger ces données. Mais c'est quoi des données adéquates pour un juge si on doit aller devant un tribunal? Alors, le problème aujourd'hui, et ça fait l'objet dans les contrats professionnels maintenant d'annexes qui sont super détaillés, négociés par les RSSI, on est censé réfléchir à la manière dont on protège ces données. Or, on sait aujourd'hui que la technique logicielle ou les services logiciels d'hébergement, de IaaS, de SaaS, tout ce qu'on veut, il y a d'abord les bugs, ça c'est purement contractuel, mais il y a des vulnérabilités. Et les vulnérabilités sont inhérentes à un service de communications électroniques qui n'ont pas été pensés au départ pour être sécurisés. C'est tout le drame de TCP/IP. C'est que c'était pas de la sécurité au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc, il y a des trous, il y a des failles. Et ce qu'on demande aux entreprises, surtout quand elles collectent des données, où j'ai les données bancaires de mes clients, une compagnie aérienne au hasard, ou une grande chaîne d'hôtels, voilà. Si j'ai pas un peu sécurisé ça, j'ai pas travaillé proprement. Et s'il y a quelqu'un qui rentre dans mon système d'information, si je me fais poney, pour prendre le terme qui aime bien les gens dans la sécurité, la cybersécu, on va dire que l'attaquant, ok, je me suis fait attaquer, mais j'ai été négligent. Et donc, je vais me faire condamner pour ma négligence, c'est-à-dire pour ne pas avoir bien sécurisé les données de mes clients. Et quand je suis une boulangerie, j'ai pas besoin de sécuriser beaucoup. Quand je suis British Airways, a priori, j'ai les ressources et les moyens pour réfléchir à l'importance des datas que j'ai sur mes clients, à leur sensibilité et à la manière dont je dois effectivement les protéger. Faire du chiffrement, de la double authentification, la vérification des habilitations de mes développeurs, à une vraie gestion de ma data. Et si je me fais attaquer et que j'ai pas fait ce boulot, l'autorité de contrôle, qui peut être une autorité type CNIL pour la France, ou l'ANSSI pour la France aussi, qui a aussi des pouvoirs, pas en matière de données personnelles, mais ça revient au même, ils vont dire, toi professionnel, tu as été négligent. Tu n'as pas bien fait ton travail. Voilà. En plus, tu t'es fait voler. Alors, quelqu'un est rentré et il t'a volé les données. Tu t'as fait t'es en violation de données. C'est le terme officiel. Pas très glorieux, mais c'est le terme officiel. Si tu as eu en plus une violation de données, pour un peu de chance, on va aller la revendre sur un darknet, quelque part. T'es sanctionné parce que tu as été négligent. En fait, ce sont les mêmes mécanismes juridiques de responsabilité professionnelle qui existent en dehors du contexte RGPD. Absolument. Le RGPD, c'est la sécurité pour les données personnelles. Et comme toutes les entreprises ont des données personnelles, je veux dire, qu'est-ce que font les attaquants aujourd'hui? On le voit dans la typologie des cyberattaques. Ils rentrent, ok, ça prend un peu de temps. Ensuite, on sait qu'aujourd'hui, ils mettent un cryptolocker, mais avant que le cryptolocker ait tout bloqué et tout chiffré, il y a exfiltration de données et il commence à y avoir des divulgations de données. J'ai vu une conférence de l'ANSSI en ligne cette semaine et donc ils exfiltrent les datas, ils commencent à les divulguer sur des darknets en disant vous avez vu, on les a vraiment, donc payez la rançon maintenant. Et pendant ce temps-là, ils continuent à chiffrer le système d'information. Et dans ces données, il y a
en général, de la donnée à caractère personnel, puisque c'est le truc qui coûte le plus cher en termes de risque juridique. Donc, c'est le premier truc qu'on va divulguer. Et puis, en plus, en termes de marketing ou d'image de marque, un professionnel, une compagnie aérienne dont on dit dans la presse que toutes les données de ses clients sont exposées sur le web ou sur le dark web. Internet, franchement, ça fait désordre, parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le job. Je reviens à mon développeur, auto-entrepreneur, petite start-up. C'est chaque fois que je vais sur un site web, maintenant, je dois accepter des conditions sur les cookies et j'ai un banner qui vient m'empêcher la lecture de l'article ou ce que je veux faire sur le site web. Ça veut dire que dès que je place un cookie sur le poste de mon client, je dois avoir ce genre de banner avec un accept all et la possibilité aussi d'enlever les cookies, etc. Ça tombe sous le sens de la donnée personnelle dont on parlait tout au début. En fait, c'est une autre réglementation. C'est une directive qu'on appelle e-privacy, qui date de 2002 et dont le successeur, qui est le règlement e-privacy, est en négociation depuis 4 ans aujourd'hui. Et les Européens se mettent pas d'accord pour des tas de raisons. Et là, c'est l'utilisation des réseaux de communications électroniques. C'est au pluriel, c'est exprès, c'est le terme légal, qui dit que si tu mets un traceur quelconque dans le terminal d'un user, d'un consommateur, on va dire user entre nous, parce qu'on va bien se comprendre, eh bien, si tu fais ça, soit tu l'informes et tu lui dis que c'est un traceur sans consentement, soit tu fais de la pub ciblée en ligne et globalement, il faut que tu lui demandes son consentement avant. Voilà. Et le drame, c'est que cette réglementation donc est 2002, elle n'était pas respectée, qu'elle devrait être déjà modifiée depuis 4 ans dans l'Union européenne et qu'elle l'est pas. La CNIL en 2019 a pris une nouvelle délibération qu'on a appelée la délibération cookie tracer. Et la CNIL a dit bon, maintenant, puisque c'était dans l'esprit, puisque e-privacy n'est toujours pas adopté, le règlement n'est toujours pas adopté par l'Union européenne. Comme il y a de l'abus majeur chez les gens qui mettent des cookies partout, on va prendre une nouvelle disposition dans la loi. En fait, ça a été fait en 2018. Il y a eu de nouvelles dispositions dans la loi pour re-adopter les règles sur les cookies traceurs. Bon, ça c'était fin 2018. On a modifié la loi CNIL française. Et de là-dessus, la CNIL a pris une délibération en 2019 qui tout de suite a été attaquée devant le Conseil d'État. En septembre 2019, donc dans les 3 mois. Ouais. Et la décision du Conseil d'État est tombée au mois de juin en disant, contrairement à ce qu'a dit la presse un peu partout, c'est comme sur le Cloud Act, votre épisode qui était très intéressant sur le Cloud Act, les gens disent beaucoup de bêtises sur ces sujets très techniques. Et ben là, pour le Cloud Act, c'est pas tout ce qu'on en a raconté, et ben les cookies, c'était pareil. Bref, et la CNIL s'est réagitée, là, tout récemment, puisque le 17 septembre, la CNIL nous a adopté une nouvelle délibération cookie tracer que je viens d'étudier très longuement et qui divise les cookie tracers en 2 types de cookies. Alors, il y a les cookies exemptés de demande de consentement, qui sont des cookies purement techniques et des cookies, pas graves, on va dire. Et sinon, un identifiant de session, par exemple, ça c'est un cookie technique. Ah ben non, la CNIL considère que les identifiants de session via cookies sont des cookies soumis à consentement, mais ils sont exemptés de consentement. Okay. Donc en fait, on dit que c'est oui, mais en fait c'est non. Donc c'est un petit peu compliqué à lire. On ne sait pas très bien comment on va manipuler tout ça. Enfin, moi j'ai bien une idée ou deux, mais c'est pas très clair. Donc toujours est-il que le principe est que si je te mets un cookie purement technique, j'appelle quand même mon avocat ou j'essaie de me documenter pour être sûr que j'ai bien compris comment ça s'applique en France aujourd'hui, parce que c'est un truc qui est spécifiquement français. Okay. Je vais y venir. Ouais. Si je fais de la pub ciblée en ligne, là, faut demander un consentement en front office, pour le dire très clairement. Et puis, si le user, l'internaute, il veut plus, faut qu'il puisse appuyer sur le même bouton et on efface toutes ces données de publicité ciblée. Ça va être facile, ça. Oui, ça va être les développeurs vont adorer. Franchement, c'est la CNIL nous a pondu un régime qui est apparemment assez clair et en fait, c'est assez compliqué à gérer et je suis en train simplement de transformer mes contrats en ce moment puisque donc on est au mois de novembre. Moi, j'ai mis déjà 2 mois à comprendre vraiment comment ça marchait et je vais avoir une présentation qui va sortir bientôt en BD là-dessus. C'est dense, c'est vraiment c'est technique. Mais le principe, je fais du cookie purement technique, vraiment purement technique, qui me sert qu'à ça. J'informe par un bandeau sur mon site web. OK ? Juste le bandeau. C'est déjà juste une information. OK, déjà j'informe. Et si possible, on attend que la personne dise oui, j'ai compris. C'est pas oui, je donne mon consentement, c'est oui, j'ai compris que toi professionnel, développeur, donc une fois que c'est livré, toi éditeur de site web, tu vas donc collecter de mes données pour 3 choses. D'abord, c'est pour mettre
techniques pour que ça marche bien. On va dimensionner l'écran à la bonne page. Je vais faire un peu d'identification. Donc, je te le dis, je vais faire ça. Je vais peut-être aussi conserver des données te concernant pour la sécurité de mon système d'information, que je sois capable d'identifier qu'il y a quelqu'un qui essaie de rentrer dans mon site et qui essaie de me le mettre par terre, ou dans mon application mobile. C'est absolument pareil. C'est la même chose. Ouais. Voilà. Et puis, je vais peut-être garder tes données un peu identifiantes, parce que comme ça, je te ferai un peu de marketing pour mes propres produits ou services. Et puis là, par contre, si tu veux que ça s'arrête, comme moi, je suis un bon professionnel, j'ai mis le footer dans chaque envoi, t'auras plus qu'à cliquer dessus et c'est tout bon. Et tout ça, je te l'écris dans des petites conditions. Ça peut prendre, juste ça propre. Allez, en une page, ça peut être fait. Quand on est en B2C, si c'est juste ça, on peut le faire tenir en une page, presque compréhensible et de manière honnête. Le tout, c'est qu'après, on l'applique. Et ça, nous, juristes, on n'y est pour rien. Ouais. Mais donc, ça n'a rien à voir avec le RGPD. C'est une autre directive, mais qui a un scope européen également. C'est ça. Et ça rejoint parce que les datas qu'on va prendre via les cookies traceurs, le fingerprinting, l'adresse MAC, tout ce qu'on veut, mais au final, ça identifie un terminal. Donc, ça devient la donnée à caractère personnel. Ouais. Et si on la stocke et qu'on la traite, là, on tombe sous le coup du RGPD. Donc, en fait, c'est deux trucs qui se télescopent, entre guillemets, ou qui se complètent. C'est pas très simple à gérer juridiquement. Enfin, on y arrive quand même. Et si j'utilise des librairies tierces dont j'ai pas la responsabilité du développement, mais il se fait que ces librairies utilisent des cookies. L'exemple ultra classique, c'est je mets une librairie d'analytics pour tracer le nombre de visites sur mon site web. Cette librairie va mettre un cookie. Je suis responsable de ce cookie ou c'est l'auteur de la librairie? Et non, c'est voyons les choses simplement. Moi, Marc-Antoine, je vais me promener sur un site web, ok? Le site web me dit, je vais te mettre des cookies d'analytics. Mais moi, site web d'avocat, je sais pas faire des cookies. Donc, ça va être les cookies de qui? Ça va être les cookies de, par exemple, de Google ou de tas de gens. Il n'y a pas que Google. Il y en a plein il y a même les annonceurs. Dans l'univers de la pub ciblée en ligne, les annonceurs mettent en direct leurs propres cookies. Ok, mais ça reste du cookie tiers. Moi, user, quand je vais sur un site web, si je suis sur un site, je sais pas, de presse en ligne, moi je connais qui de manière frontale, la presse en ligne que je vais lire. Donc s'il y en a d'autres qui viennent me mettre des cookies, moi je suis pas censé le savoir. Et qui est responsable? Aujourd'hui, ça c'est clair. Aujourd'hui, c'est très très clair. C'est l'éditeur du site qui est responsable. Et s'il sait qu'il y a un tiers qui vient mettre des cookies parce qu'il le sait, ils deviennent co-responsables et puis ils iront se battre entre eux. Mais si la CNIL arrive, ils vont se faire déchirer tous les deux, ça c'est sûr. Marc-Antoine Ledieu, avocat chez Constellation Avocat, fan de bande dessinée qui explique le droit technique dans son blog en bande dessinée, intervenant également sur le très bon podcast No Limit Sécu. Merci Marc-Antoine pour tes éclairages. Merci d'avoir écouté ce podcast un peu plus long que d'habitude, mais je pense que le sujet en valait largement la chandelle. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt pour un prochain épisode du podcast AWS en français. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.